Avec ses 80 000 hectares de terres arables, la RDC présente la deuxième surface cultivable au monde après le Brésil. Le pays peut toutefois potentiellement nourrir près de 2 milliards de personnes, ce qui correspond d'ailleurs à toute la population africaine. En dépit de tout ce potentiel, le pays demeure parmi les pays les plus pauvres du monde, avec une population considérablement affectée par l'insécurité alimentaire, une conséquence directe du manque de politique agricole. C'est donc là la rareté du maïs dans les provinces du Katanga et du Kasaï. Vital Kamerhe, en charge de l'économie, s'est rendu en République sud-africaine et en Zambie pour trouver des solutions. La diversification de la production est le secret pour résoudre le problème du Katanga et aussi de l'ensemble du pays. Cette affirmation du ministre de l'économie, de retour d'une mission en Afrique pour trouver la solution à la crise qui secoue le Katanga et l'espace Kasaï, remet sur la table l'application d'une politique nationale agricole soutenue. Si on dispose de planification, de plans stratégiques de la production, mais nous n'avons pas la politique agricole du pays qui définisse les priorités. Quel paradoxe que la RDC aille notamment en Zambie et en Afrique du Sud chercher du maïs. La Zambie n'a pas plus de terre que le Katanga, et pourtant c'est elle qui vient à sa rescousse. À l'étranger, nous sommes allés seulement chercher une solution de dépannage pour fournir de la farine au Katanga, mais aussi des semences et des fertilisants, parce que nous estimons que la diversification de la production est le secret pour résoudre le problème, non seulement du Katanga, mais de l'ensemble du pays. Depuis plus d'un mois dans la province cuprifère, un sac de 25 kg de maïs coûte entre 75 000 et 100 000 francs congolais, soit 50 $. Une situation qui tend à perdurer. Paradoxalement, le service national affirme que le prix reste le même, 18 000 francs congolais, soit 8,5 $. Mais si l'on parle d'une augmentation de 150% dans l'espace Kasaï, l'on parle également du double de prix dans l'espace Katanga, ainsi que plusieurs augmentations à Kinshasa et ailleurs. Je crois qu'il y a des raisons à croire que nous sommes à mesure de travailler en collaboration avec nos partenaires pour mettre fin à la rareté de maïs sur le marché local, de sorte qu'on permette à notre population de s'approvisionner en maïs produit localement et de s'alimenter comme il se doit. C'est la deuxième céréale la plus prisée au pays sous quelques formes. En 2016, la production totale brute du maïs était estimée à 502 963 tonnes dans les provinces du Kasaï. Il y a peu, Vital Kamerhe a annoncé vouloir soutenir la production locale. Hélas, les investissements et les exportations du secteur minier restent les principaux moteurs de croissance. Mais alors, à quand la revanche du sol sur le sous-sol annoncé par le président de la République ? Le plan minier est le point numéro 1 pour qu'on soit en mesure de convertir les ressources minières en véritable bonheur partagé. Que dire de la transformation, de la conservation, du transport et de l'exportation de nos céréales, fruits et légumes? L'accès aux terres se restreint de plus belle. L'agression rwandaise oblige à abandonner les activités de champ, une tendance qui prend de l'ampleur. On fuit le M23, on fuit aussi le conflit Tekeyaka qui s'est élargi jusqu'à Kinshasa déjà. Les agriculteurs en général et agricultrices en particulier sont privés de culture et de récolte, leurs champs étant confisqués par des inconnus. Comment s'étonner que la vie à Kinshasa coûte cher? Si l'axe Bandundu est menacé, celui du Congo central est impacté par la multiplication des taxes en dépit de dénonciations. Les produits en provenance de l'Est auraient pu alimenter Kinshasa, or, le coût de la voie est élevé. La justice qui aurait dû les secourir est prise en étau au regard des acquittements, souvent par manque de preuves. Le niveau trop bas du taux d'investissement est un réel frein à la croissance économique. Le budget est destiné à sa quasi-majorité à payer les salaires et autres dépenses des agents publics. La RDC a la capacité de nourrir plus de 2 milliards d'individus. Elle pourrait nourrir tout le continent, même si le nombre d'habitants venait à augmenter. Nous sommes là, on ne vit que de l'agriculture. C'est qu'il y a de quoi à ne pas négliger ce travail-là. Nous avons le manioc, nous plantons le maïs, les patates douces, les gombos, les piments et toute une variété, ce qui est souvent produit pendant la saison pluvieuse.
Il est résilient au changement climatique, affirmait le représentant intérimaire de la FAO. Avec une superficie cultivable à quelques 80 millions d'hectares, dont moins de 10 millions seraient du reste sous-exploités. Le pays attend une stratégie réaliste et réalisable au vu des indicateurs plus qu'identifiés pour lancer une agriculture adéquate. Le besoin de semences améliorées, la mise à niveau des agriculteurs et autres acteurs intervenant dans des filières concernées. Ce qui vaut pour l'agriculture, vaut également pour la pêche, l'élevage, la transformation et la conservation. Lambert Mende, le maïs en rareté dans le Haut-Katanga, mais également dans le Kasaï, finalement se tourne vers des pays étrangers alors qu'on a une terre, des terres qui peuvent produire cela. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse criante de l'État? Criante, je ne dirais pas, c'est une faiblesse de l'État, à l'évidence. 2 provinces sur 26. Le maïs sur un certain nombre d'autres condiments. On mange le riz chez nous, on mange le manioc, et naturellement le maïs également, et d'autres aliments. Donc n'allons pas dramatiser à outrance, mais il y a un problème sérieux. Al-Kitenge, je pense, l'a bien positionné. Il s'agit plus d'un problème de transport, parce que partout on cultive. J'ai l'impression que dans toutes les provinces congolaises, on cultive, mais un autre problème est de pouvoir transporter d'un point de production vers les points de consommation les produits qui sont le fait du travail de nos paysans. Et lorsqu'ils voient que d'année en année, le réseau routier, les transports fluviaux ne sont pas l'objet de suffisamment d'attention de la part des autorités, il y a comme une sorte de désaffection de la part des producteurs qui voient leur production pourrir sur pied. J'en suis témoin moi-même dans la circonscription d'où je viens, où j'ai été élu. Le riz pourri, le manioc pourri, le maïs pourri, parce qu'il n'y a pas de moyens de transport. Donc c'est un problème qu'on peut résoudre. Ce n'est pas un problème qui doit nous mener au désespoir. On peut résoudre ce problème-là en interne. Et je vous rappelle qu'il s'agit de 2 provinces sur 26. Un problème de transport que vous évoquez qui découle justement d'un manque de politique depuis des années, de manque de politique nationale agricole. Oui, ce n'est pas un problème simplement de politique agricole, puisque bien sûr, ces moyens de transport doivent aider à véhiculer la production agricole, mais ils doivent véhiculer aussi d'autres denrées, les médicaments, les produits finis, les denrées de consommation courante, d'autres denrées. Il y a des régions où vraiment les gens ne parviennent même plus à se faire offrir même du savon pour se laver ou nettoyer leurs habits parce qu'il n'y a plus de route. Donc il faut que le gouvernement mette l'accent maintenant sur la problématique des voies et moyens de transport pour désenclaver l'ensemble du territoire. Est-ce que vous sentez cette volonté du gouvernement congolais de finalement pallier la situation de ce problème agricole? Je vous rappelle qu'on a beaucoup de Congolais, on va le dire enfin. Le pays est très vaste. Vous savez, le nombre de kilomètres carrés, ça dépasse les 2 millions. Je pense qu'il y a un début à toute chose. Les Chinois vous apprennent que le voyage le plus long commence par les premiers pas. Des pas sont en train d'être faits. Aujourd'hui, nous allons bientôt relier, par exemple, Kinshasa à Kananga dans quelques mois. Ce sera chose faite. Et donc, nous espérons que le gouvernement va accélérer le rythme. Il faut l'appeler réellement à accélérer le rythme en ce qui concerne le désenclavement de ces espaces qui sont de plus en plus enclavés. Vous êtes optimiste? Sous Kabila, c'était le même langage. Des années après, faudrait-il continuer à rester optimiste des années après? Lorsque le président Kabila a pris le pouvoir, on a eu un problème. Excusez-moi, on faisait 2 semaines pour rallier Kinshasa à Chikapa. Aujourd'hui, on le fait en un jour et demi. Donc il y a eu une évolution. Il ne faut pas être trop pessimiste. Mais justement, qu'est-ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, la RDC continue à, on va le dire, beaucoup de produits viennent de l'extérieur. Peut-être que la vitesse est trop lente. Nous invitons le gouvernement à accélérer. Mais quelque chose est fait. Il ne faut pas dire que rien n'est fait. Quelque chose est fait, mais peut-être que le rythme est trop lent. Il faut accélérer. C'est à ça que nous devons inviter le gouvernement. Alors comment l'Union sacrée, par exemple, tenterait de résoudre ce problème en 2 ans, s'il faudrait prendre le mettre dans cette fourchette d'années? Mais 2 ans, pourquoi 2 ans? Nous avons des élections dans 6 mois. Et je pense qu'avec d'abord le président Tshisekedi a perdu 2 ans dans ses querelles avec le FCC et tout ça. Et puis il y a eu cette guerre
En plus, vous savez que la sécurité est importante. Des zones comme l'Ituri, comme le Nord Kivu, ce sont des zones extrêmement fertiles, d'où nous viennent une grande partie de production en légumineuses, en patates, etc. Et vous savez que les paysans ont dû abandonner beaucoup de leurs terres à cause de cette insécurité. Le hinterland de Kinshasa, ici, autour de Kinshasa. Moi, je suis un agriculteur ici à Kinshasa. J'ai une ferme à Kaouka. J'ai une ferme à Mampou. J'ai dû abandonner à cause de cette insécurité qui est née à cause de conflits entre Téké et les Yaka. Il faut que le gouvernement intervienne aussi là-dessus. Ce sont des problèmes qui provoquent également des retards dans le désenclavement qui peuvent entraîner justement ce problème de sous-alimentation. L'optimisme, vous le chantez, mais également, c'est, comme on va le dire, c'est une faiblesse quand même de l'État manifestée, pas criante peut-être, comme vous l'avez dit, mais pourquoi finalement l'État ne se retournerait pas vers les privés pour pallier la situation? Je pense que c'est la politique qui est suivie actuellement. Je connais beaucoup de programmes qui ont été mis en œuvre en synergie entre le public et le privé. Le président Tshisekedi a privilégié les PPP, le partenariat public-privé. Oui. C'est ce que vous demandez. Moi, je crois que c'est là que se trouve la solution parce que l'État n'a pas nécessairement vocation à construire, l'État n'a pas une vocation marchande, il faut une collaboration entre l'État et le secteur privé. Là, je suis d'accord avec vous. Dans le Katanga, par exemple, on parle d'une prise en otage de certains acteurs politiques influents qui auraient la même mise, on va dire une certaine exclusivité sur cette production, qui serait également à la base. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de l'époque où le président Kabila et nous étions au pouvoir. Il y a même un des candidats aujourd'hui à la présidentielle qui était gouverneur pendant des années et qui a pratiquement confisqué l'ensemble des moyens de production sous ses propres entreprises et même des moyens de transport de nos minerais. Vous le connaissez. Allez, nous prenons le dernier dossier.